Et salut à tous, c'est Falk, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour le récap des compétitions européennes. On avait le FC Bâle d'un côté en demi-finale de la Champions League face au Paris Saint-Germain. Et de l'autre côté le SC Freiburg en Europa League qui affrontait Braga également en demi-finale. On aurait pu avoir éventuellement Mainz 05 en demi de la Conference League. Mais ils avaient totalement choke à Strasbourg. Et Strasbourg a aussi choke malheureusement sa demi-finale en perdant 2 fois 1-0. J'aurais bien aimé les voir gagner, mais bon, c'est des choses qui arrivent. Ça va clairement être une vidéo en deux temps. On va commencer par la demi-finale de la Ligue des Champions face au Paris Saint-Germain, qui laisse un goût sacrément amer a posteriori. On était ensemble en live pour suivre ce match entre le Bayern et le PSG. Et c'est vrai que sur le coup, quand on est en live, quand on discute, on se dit juste que le Bayern n'a pas donné assez pour gagner cette double confrontation face au PSG. On rappelle, on va pas revenir sur le premier match, mais c'était le fameux match de la décennie 5-4 où les défenses étaient carrément aux fraises, mais en même temps offensivement les deux équipes étaient absolument flamboyantes. Là à Munich, c'était un tout autre délire où on a le PSG qui est venu avec une intention claire, c'était de maintenir le score. Paris beaucoup moins offensif que lors du premier match, sauf lors des 5 premières minutes, vu que le Bayern est arrivé à la Allianz Arena et a fait littéralement la même chose que face au Real Madrid, c'est-à-dire encaisser un but très rapidement. Le PSG menait 1-0 à Munich après 3 minutes. Et c'est clair que quand tu avais déjà un déficit de base de 1 but et que tu dois encore rattraper un but parce que tu n'étais juste pas là lors des 5 premières minutes du match, ça devient beaucoup plus difficile, surtout lorsque tu as en face littéralement le vainqueur de l'édition de la Ligue des Champions de l'année dernière et le dernier finaliste de la Coupe du Monde des clubs. Et actuellement, le différentiel entre le Bayern et le PSG lorsqu'ils s'affrontent devient de plus en plus négatif pour Munich. Dans la compo, pas énormément de changements du côté du FC Bayern. On a juste Laima qui a enfin été mis titulaire là où la semaine d'avant, il avait été laissé sur le banc lors de toute la première mi-temps. Mais Stanisic était néanmoins titulaire à gauche vu que Alphonso Davies a encore, j'ai envie de dire, des pépins physiques. De toute façon, j'ai l'impression que le pauvre, dans sa carrière, il n'aura que ça tous les ans. Il rate la moitié des matchs quasiment. Et en soi, c'était pas si catastrophique défensivement parlant. Le FC Bâle a bien tenu. En tout cas, après s'être pris le même type de but que Kvara avait déjà préparé lors de la toute première rencontre entre ces deux clubs. Ils ont littéralement encaissé le même but dès les 5 premières minutes et ça devenait beaucoup plus difficile. On avait une Allianz Arena en rouge avec un super tifo, une super ambiance et la clim qui est arrivée littéralement 5 minutes après. Ça fait pas trop plaisir. Et pour ce qui est de la rencontre en elle-même, clairement, on était loin de la rencontre de la semaine dernière où on avait un PSG juste qui assurait les ballons, qui évitait d'en perdre un maximum pour ne pas laisser des secondes chances au FC Bâle ou même juste des chances offensives. Il y a eu très peu de tirs cadrés lors de toute la première mi-temps, que ce soit pour le PSG ou pour le FC Bâle. On avait vraiment un pari en maîtrise qui voulait juste que le temps s'écoule. Et c'est totalement logique. Pour ce qui est des joueurs du FC Bâle, avant d'arriver évidemment sur le gros sujet qui fait parler la terre entière actuellement, je les ai trouvés globalement très décevants. Alors oui, on va parler de l'arbitre juste après, mais juste sur la rencontre, on a énormément de grands joueurs et de grands noms qui n'ont pas été au rendez-vous tout simplement. Notamment Michael Olise, on va commencer par lui parce que je l'ai vraiment trouvé abominable lors de ce match. On n'arrête pas d'en parler comme le potentiel ballon d'or, comme l'un des top 3 joueurs mondiaux actuellement. Alors oui, sur la saison entière, je suis totalement d'accord, mais les grands joueurs, on les attend sur les grands matchs. Et littéralement, c'était le match le plus important de la saison pour Michael Olise et pour le FC Bâle. Et il n'a pas, mais alors pas du tout été au rendez-vous. J'ai pas regardé les stats, franchement, j'ai pas envie de me faire peur, mais le ressenti, c'est que Michael Olise a perdu tous ses duels. Évidemment, je me doute bien que Olise en a gagné certains, mais le nombre de ballons perdus où à chaque fois on voyait Olise avec la balle, on se disait bon, là, il va pas réussir à passer son adversaire. Effectivement, il n'arrivait pas à les passer et même des fois les prises de balles étaient compliquées. Évidemment, lorsqu'il a toujours ce coup de génie, je pense notamment à un moment donné où il passe le ballon derrière son dos à Musiala qui amène peut-être la seule grosse action du FC Bâle lors de la première mi-temps, c'est un coup de génie. Mais il y en a eu beaucoup trop peu par rapport à l'envergure et l'importance du match d'aujourd'hui. Franchement, j'ai pas envie d'abattre Luis Diaz ou Jamal Musiala. Pour moi, les deux ont fait leur maximum sur le terrain. Je
trouve ça juste dommage que les deux, parfois on a l'impression qu'ils ont envie d'aller avec le ballon dans le but adverse au lieu de tenter des tirs, que ce soit entre 15 à 20 mètres. Franchement, ils en sont largement capables. Parfois, ils tentent le dribble de trop au lieu de tirer et du coup, ils perdent le ballon inutilement. Mais au-delà de ça, ils ont fait de leur mieux. J'ai pas envie de les blâmer eux en premier. On pourrait aussi parler de Harry Kane que j'ai trouvé assez fantomatique par rapport au premier match. Alors offensivement, j'ai envie de dire c'est lui qui marquera le seul but du FC Bayern lors du temps additionnel. Mais même, il y avait trop peu devant les cages de Safonov. Pour le coup, Kane, on le retrouve énormément dans le jeu et ça, je l'adore. Franchement, pour moi, c'est un des meilleurs à son poste et qui va faire jouer les autres. Mais c'est vrai qu'on s'attend aussi de sa part de marquer plus et il a eu très peu d'actions, on va dire, dangereuses devant les buts. Après, c'était ultra bien défendu de la part du PSG, mais pareil, le PSG, on en parlera juste après. Moi, le nom qui m'a le plus déçu avec Olysée sur ce match, c'est Joshua Kimmich, et j'ai presque envie de dire que Kimmich, pour moi, c'était décevant sur l'aller et sur le retour. On s'attendait à beaucoup mieux de sa part. On parle d'un des meilleurs joueurs au milieu de terrain, un des meilleurs joueurs de sa génération. On n'arrête pas de parler de la Kimmich mentality lorsqu'on parle de joueurs qui ont la hargne, qui en veulent. Et bien là, on ne l'a tout simplement pas vu sur le terrain. Beaucoup de déchets techniques, des pertes de balles inutiles. La hargne, franchement, Laima l'avait plus parce que pour le coup Laima a fait un très bon match, il se battait sur tous les ballons. Kimmich, on s'attend à ce qu'il se batte sur tous les ballons. Il ne l'a pas fait. Franchement, j'ai pas reconnu cette fameuse mentalité qu'on n'arrête pas de lui donner tout le temps. Pour moi, Kimmich et Olysée, c'est vraiment les énormes flops du FC Bayern sur ce dernier match à la Allianz Arena. On avait besoin d'eux. Ils n'ont pas répondu présent. Et d'ailleurs, si on bascule sur le Paris Saint-Germain, quand on regarde les milieux de terrain, notamment Vitinha et Joao Neves qui ont été exceptionnels, Thierry Henry, lui, a été placé en latéral droit alors que ce n'est pas du tout son poste à la base. Je pense notamment que Luis Enrique a fait la même chose qu'avec l'AMA qui était à la base un milieu défensif, il l'a mis en arrière droit et ça a très bien marché pour mettre Fabian au milieu de terrain. Pour le coup, les ajustements de Luis Enrique ont été exceptionnels et beaucoup critiquent, on va dire, les changements de compagnie sur ce match. Moi, je lui en veux pas vraiment. Je veux dire, on n'a rien sur le banc. Sincèrement, oui, Karl, peut-être il aurait dû te mettre plus tôt, mais il revenait de blessure. On aurait peut-être aimé voir Bischoff. Il y a Jackson qui est rentré sur le terrain, oui, parce qu'on avait besoin de force offensive, mais en même temps, Munich actuellement, il n'y a rien sur le banc et on n'arrête pas de le dire depuis le début de saison. Alors je vais pas commencer à dire que c'est pour ça que le FCB n'a pas battu le Paris Saint-Germain, hein, ça n'a entre guillemets rien à voir. Mais forcément, quand tu es un club en demi-finale de Ligue des Champions, que tu vois les joueurs qui rentrent pour le PSG par rapport à ceux qui rentrent pour le Bayern, il y a deux classes d'écart. On va arriver sur le sujet qui fâche, évidemment, l'arbitrage. Alors, pendant le match, on va dire que j'ai été assez neutre. En tout cas, j'ai essayé, même si l'histoire de la main m'a énormément saoulé. Mais vous savez quoi, j'ai même pas envie de parler de ça parce qu'il y en a certains qui vont me dire oui, mais dans les règles, c'est dit que si c'est un joueur, enfin bref, il n'y a pas de danger. Bref, de toute façon, moi, il y a un gros problème dans le football actuellement, c'est qu'on ne connaît même plus les règles d'une main dans la surface. Je veux dire, à l'époque, c'est simple, il y avait main, il y avait penalty, on s'embêtait pas. Maintenant, si ça touche le corps, c'est plus le cas. Dans ce cas, pourquoi Davis y avait penalty la semaine d'avant? Moi, j'estime que dans les règles que je connais, il y avait penalty, mais dans ce cas, tu donnes aussi penalty cette semaine. Bref, ça c'est une autre histoire. Non, moi ce qui m'énerve vraiment encore plus a posteriori, et normalement on est censé se calmer avec le temps, mais là j'estime que le Bayern s'est vraiment fait voler au niveau de l'arbitrage. Attention, je ne remets pas du tout en cause la victoire du PSG, et je dis même que Paris qui arrive à tenir pendant 95 minutes sans encaisser de but face au FC Bayern qui est sur une moyenne de 3 buts par match, je trouve ça absolument exceptionnel. C'était très bien joué de la part de Paris. Défensivement, ils tiennent grave la route. Je ne vais pas leur enlever la victoire. Franchement, oui, ils ont très bien géré. Par contre, qu'on revienne quand même sur des histoires où l'arbitre a voulu jouer la star lors de ce match, je suis désolé. Lorsqu'il y avait des situations de 50-50, elles étaient automatiquement du côté de Paris. Et même sans parler du côté 50-50, le nombre d'erreurs juste manifestes d'arbitrage. Alors vous savez quoi, on va même pas parler du penalty, parce que comme dit, dans les règles, peut-être que c'est comme ça. Moi, j'ai toujours rien compris, mais on va laisser ce penalty de côté. Non, moi, l'action qui me dérange le plus, enfin il y en a vraiment deux surtout, comment ça se fait qu'on revienne sur une main de Laima qui est inexistante et que du coup il siffle après que Nuno Mendes ait fait la main contre Laima parce qu'il s'est tout simplement rendu compte qu'il aurait dû mettre un deuxième jaune à Nuno Mendes et que pour
le bien peut-être de la rencontre et pour pas que le Bayern soit avantagé à 10 contre 11 et que peut-être qu'il y en a encore qui estiment que le Bayern a été avantagé lorsque le Real Madrid était à 10 contre 11, on siffle faute sur l'AMA qui ne touche mais dans aucun monde le ballon avec son bras. Et donc désolé, dans les règles, Nuno Mendes devait prendre le deuxième jaune, moi c'est ce qui m'énerve le plus, ça fait carton rouge, et une rencontre à 11 contre 10 pendant environ 70 minutes, je vous assure que ce n'est pas, mais alors pas du tout le même match. Et donc là, j'estime vraiment que le FC Bayern s'est fait biaiser. L'autre action qui m'énerve, au-delà encore de cette fameuse main, c'est l'action avec Harry Kane qui partait tout seul en contre-attaque sur le but de Safonov. Et là, on ne sait pas pourquoi, depuis des années, les arbitres sifflent le hors-jeu une fois que l'action est terminée pour au cas où justement voir avec la VAR s'il y avait hors-jeu ou non. Et là, ils le sifflent directement. Et là où les médias français ne l'ont pas montré, mais il y avait effectivement pas du tout hors-jeu. C'est-à-dire que Kane était vraiment seul devant le but. Kane en 1v1, on peut s'imaginer facilement qu'il aurait marqué. Mais non, l'arbitre a décidé pour une raison obscure de siffler ce que les arbitres ne font normalement pas. Et donc le Bayern n'a pas pu marquer. Et on a eu plein d'actions comme ça. Moi, ce que je pense, beaucoup disent, oui, Paris ont acheté l'arbitre. Je pense pas du tout. Moi, je pense juste que l'arbitre, il est portugais. Il voit qu'il y a 3 joueurs portugais majeurs dans l'équipe du PSG. Et du coup, il était peut-être un peu plus pour Paris que pour le Bayern. Moi, c'est ma théorie. Parce qu'après, il y a d'autres actions, notamment quand je disais 50-50, lorsqu'Olysée et Nuno Mendes, je crois, sont au niveau du point de corner et qui donnent le ballon à Paris alors qu'il y avait clairement corner pour le Bayern, ou à la fin Beraldo qui littéralement fait un body check à Luis Diaz et qui va donner carton jaune à Diaz pour contestation, alors que oui, il y avait juste coup franc pour le Bayern à 18 mètres du but, point, il n'y avait rien d'autre à siffler que coup franc pour le Bayern. Il siffle faute pour Paris et donne jaune à Diaz. Franchement, incompréhensible cet arbitrage. Et ça me saoule au plus haut point, vous n'imaginez pas, de devoir parler de ça, parce qu'on a eu une rencontre tellement fair-play lors du premier match, une rencontre superbe. J'aurais bien aimé juste que le Bayern, il y a match nul, point, ils ont été moins forts, et on n'en parle plus, Paris est en finale, point. Non, on est toujours obligé de revenir sur les arbitres, à se demander à quoi sert la VAR au final. Et c'est chiant, j'aurais juste aimé dire, voilà, le Bayern a été moins fort, Paris a gagné, bravo à eux. Non, on est obligé de dire, franchement, si l'arbitrage n'avait pas été encore contre une équipe allemande, sûrement que le Bayern serait en finale. Parce que moi j'estime qu'à 10 contre 11, Munich gagne ce match, même si Paris a été exceptionnel défensivement. Bref, on en a fini donc pour la Ligue des Champions avec le FC Bayern. Merci à eux quand même d'avoir tout donné dans la bataille jusque là. Je veux dire, demi-finale Ligue des Champions, c'était presque inespéré au vu du cadre très léger, on va dire. Bravo à eux, merci à eux. Et Paris-Arsenal, que la meilleure de ces deux équipes gagne. J'avoue ne pas avoir forcément de préférence pour l'une ou l'autre équipe. On va peut-être en parler un peu moins longtemps, mais ça me rend trop heureux. Cette année, je suis Mitglied du SC Freiburg et le SC est en finale de la Ligue Europa. Franchement, c'était totalement inespéré. Je pense qu'il y avait très peu de bookmakers qui mettaient Freiburg finaliste de l'Europa League cette année. Et alors, oui, beaucoup vont commencer à dire que c'est à cause du nouveau format de la Ligue des Champions parce qu'il y a moins de forts clubs qui descendent en Europa League, comme à l'époque on avait le 3e de chaque phase de poule de Champions League qui descendait en Europa League. Oui, certainement que c'est un peu plus faible que d'habitude, mais justement les clubs qui se sont qualifiés pour l'Europa League, pour moi, méritent de ne pas avoir à jouer des plus gros clubs, et le SC Freiburg a bénéficié de ça et est allé jusqu'en finale de l'Europa League. C'est totalement dingue. Rien qu'en Allemagne, si on devait au début de saison dire entre Stuttgart et Freiburg qui a plus de chances d'aller en finale, je pense que 95% des gens auraient plutôt mis Stuttgart devant. Et logiquement, ils sont globalement meilleurs sur le terrain. Sauf que le SC Freiburg, ils ont tout simplement une âme et du cœur. Et cette équipe, elle est ultra kiffante. Avant de parler des deux matchs rapidement, je tiens quand même à saluer le travail qui est fait par le staff du SC Freiburg depuis plusieurs années où ça met énormément l'accent sur la jeunesse à Freiburg, où il y a vraiment un environnement sain qui s'est construit au sein même de l'équipe. Et on voit bien Christian Streich a laissé les rênes à Schuster. Et Schuster, en 2 saisons, nous amène le SC en finale de l'Europa League. C'est tout simplement, historiquement, la meilleure saison que le SC Freiburg nous a jamais faite. Que déjà, une demi-finale d'une compétition européenne n'avait jamais eu lieu. Mais là, ils sont totalement en finale. Littéralement, ils sont à un match d'être champions d'Europe.
C'est fou. Il y a peut-être un monde où l'année prochaine, on a un match entre le PSG ou Arsenal, le vainqueur de la Ligue des Champions, contre le SC Freiburg pour la Super Coupe d'Europe. C'est dingue. En parlant de ça, je me demande s'ils ne devraient pas la reformuler, cette coupe, et juste faire un match entre le vainqueur de l'Europa League et le vainqueur de la Conference League, qui va ensuite se battre contre le vainqueur de la Champions League, parce que il est un peu biaisé, le vainqueur de la Conference League, pour cette coupe-là. Et sincèrement, c'était pas facile contre cette forte équipe de Braga. Le SC Freiburg, sur le premier match, perdait 2-1 au Portugal. Et en plus, ils ont pris le dernier but lors de la toute fin du temps additionnel. Et je tiens quand même à préciser que pour moi, le SC aurait pas forcément dû gagner le premier match, mais au moins, le match nul aurait été mérité pour une raison simple. L'arbitre du match Paris-Bayern, on a eu la même chose entre le SC Freiburg et Braga. À Braga, c'était une catastrophe. Si je dis pas de bêtises, c'est le même arbitre qui avait arbitré Allemagne-Espagne lors de la Coupe d'Europe. Vous savez, cette fameuse main de Cucurella qui n'en est pas une apparemment, là encore. On revient toujours aux mains et aux pénaltys. Il a été catastrophique avec le SC Freiburg. Tous les 50-50 allaient à Braga. Des grosses fautes, des grosses erreurs manifestes n'ont pas été sifflées pour Braga, notamment je pense à un deuxième carton jaune là aussi qui n'a pas été donné lors de la première rencontre. Et donc Freiburg s'est battu avec les armes qu'ils avaient. Et contre l'arbitre lors du premier match, franchement perdre que 2-1 quand tu te fais aussi mal siffler, c'est limite exceptionnel. Et heureusement pour eux, un deuxième match a eu lieu à Freiburg avec un tifo, là pareil, la choréo des fans du SC a été incroyable. De toute façon, ce stade est fou. Si vous avez l'occasion un jour d'aller voir un match de Freiburg quand c'est un peu, on va dire, spicy en face, contre un gros concurrent direct ou contre, on va dire, les derbies du Bade-Württemberg, c'est incroyable l'ambiance à Freiburg. Ça reste malgré tout familial, mais on sent qu'il y a vraiment une âme de fou dans ce club. Et là, on l'a vu dès le début, les supporters étaient à fond. J'ai jamais vu le SC aussi bruyant lors d'un match. Et dès le début, le sort est favorable pour le SC Freiburg. Carton rouge pour un joueur de Braga. Alors oui, dernier défenseur, il n'y a juste pas photo. Franchement, à la place du joueur de Braga, je n'aurais pas fait la faute. À la limite, tu es mené 1-0. Mais laisser ton équipe à 11 contre 10 pendant 85 minutes, c'est limite. Là, le SC avait tout simplement un ascendant violent, que ce soit psychologique au niveau du nombre de joueurs sur le terrain, que ce soit au niveau de l'ambiance dans le stade. Le SC n'a pas laissé respirer Braga lors de toute la première mi-temps. Alors, ils auraient peut-être pu essayer de tirer un peu plus sur le but adverse. En tout cas, cadrer un peu plus, mais après Braga a forcément défendu comme jamais, ils avaient les 10 joueurs derrière. On a quand même un but spectaculaire, si je dis pas de bêtises, c'est Mazambi qui tire un but à la Olysée. Braga jouait quasiment uniquement sur contre-attaque et en soi, c'est totalement normal. Le SC mènera 3-0 à partir de la 70e minute environ. Et donc sur un très très bon score pour passer. Et il ne fallait pas enterrer l'équipe portugaise trop rapidement. Braga, il y a des ailes qui ont poussé derrière leur dos. Mon Dieu que les 20-25 dernières minutes étaient compliquées pour le SC Freiburg qui était beaucoup moins dominant balle au pied. Et surtout Braga, mais agressif sur chaque ballon. Et c'est normal, les gars ils étaient à 2 doigts à 20 minutes de l'élimination de l'Europa League. Et Freiburg s'est vraiment fait surprendre parce que je pense qu'à 3-0 ils ont un peu laissé couler on va dire. Et ils se sont dit c'est bon, c'est réglé. Non, Braga s'est vraiment battu, a même d'ailleurs marqué un but. Et était pas loin du tout d'en marquer un deuxième. J'ai eu très très peur. En cas de prolongation, évidemment que Freiburg aurait eu l'ascendant au niveau du nombre de joueurs. Par contre, sur l'ascendant psychologique, c'était perdu si Braga allait chercher cette prolongation. Mais fort heureusement, Freiburg réussira donc à maintenir le score à la fin de match malgré un Braga ultra poussif. Et on a donc le SC qui va en finale. C'est absolument fou juste de voir ce qui s'est passé après, le public qui va sur le terrain, qui va fêter avec les joueurs. Julian Schuster qui va littéralement dans le bloc des ultras, l'entraîneur de Freiburg, fêter avec eux. Franchement, larme à l'œil. J'avoue que j'étais déjà prêt à faire une vidéo à dire bon bah voilà, nos clubs allemands sont éliminés. Non, il y aura bien l'Europa League, la finale, qui se jouera entre le SC et Aston Villa. Alors clairement, Aston Villa est 1 milliard de fois plus supérieur à Freiburg. Je pense qu'il y a très peu de chances que le SC le fasse. Rien que sur, on va dire, le budget. Aston Villa a 6 fois le budget du SC Freiburg. Forcément, ils n'arrêtent pas de dire oui, les clubs de Première Ligue sont tous en finale d'une compétition européenne. Ils ont tous
3 fois, 4 fois, 5 fois le budget des autres clubs. Donc c'est normal. Et là où c'est sympa, sur une double confrontation, je pense que Freiburg n'avait pas forcément une chance, mais sur un match, tout est possible. Donc évidemment qu'on va être à fond derrière eux et qu'on espère pour eux qu'ils gagnent cette rencontre, même si c'est un football dégueu et qu'ils doivent défendre pendant 98 minutes et faire une contre-attaque but, ça nous va. On veut juste le SC qui gagne l'Europa League. Voilà, c'était tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner ou mettre un gros pouce à l'eau. Évidemment que s'il y a possibilité, la finale du SC Freiburg sera en live, donc n'hésitez pas à venir nombreux. Nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos et d'ici là, je vous dis, c'est à vous.